Salut à tous, c'est Julien pour une nouvelle petite critique. Aujourd'hui, nous nous attaquons à King Kong de Peter Jackson. Alors que l'élite cinéphile entretient une relation austère avec les blockbusters contemporains, leur reprochant leur fadeur, leur calibrage déshumanisé et empêchant tout artiste de s'exprimer à travers ses produits aseptisés, reproche auquel il m'arrive d'adhérer, l'année 2017 a marqué l'arrivée de blockbusters plus intimes, reflétant la vision d'un réel auteur. Blade Runner 2049, Logan, dans une moindre mesure, La planète des singes suprématie ou encore Star Wars, les derniers Jedi, sont autant d'exemples représentant cette anomalie dans le divertissement cinématographique actuel. Beaucoup de réalisateurs ont voulu s'imposer dans ce milieu, essayant de hisser ce genre de film à un plus haut niveau, en faire une œuvre d'art, arrivant à lier divertissement de masse et vision artistique. Un de mes exemples préférés reste et restera toujours Peter Jackson et son sublime King Kong sorti en 2005. À l'heure où les producteurs ont peut-être enfin compris l'intérêt d'un auteur et ont l'envie de créer des œuvres, il est intéressant de se pencher sur un des artistes qui avait déjà réussi cette prouesse il y a déjà 13 ans. Peter Jackson fait partie de ces réalisateurs, comme Guillermo del Toro ou encore Sam Raimi, à être ce que l'on appelle un fanboy, réalisateur presque autodidacte, puisant ses inspirations dans les films de série B, les Midnight Movies ou encore les longs métrages underground. Avant de commencer l'immense projet du Seigneur des Anneaux, Jackson avait en tête de rendre hommage à ce cinéma qu'il a bercé, en faisant un remake du célébrissime King Kong de 1933. Les technologies n'étant pas assez avancées pour ses ambitions, il se lance dans son adaptation de l'œuvre de Tolkien. Après avoir prouvé au monde entier qu'il était possible de créer Gollum en motion capture, procédé basé sur la capture de mouvements d'un acteur réel pour les appliquer ensuite au modèle virtuel, Jackson se rend compte qu'il avait lui-même fait avancer la technologie à un point où les ambitions qu'il avait pour King Kong sont aujourd'hui réalisables. C'est d'ailleurs Andy Serkis, incarnant le fameux Gollum, qui se glissera dans les poils de notre cher Kong. Avant de se lancer dans la vie détaillée, faisons un petit résumé du film. Durant la Grande Dépression, Anne Darrow, interprétée par Naomi Watts, actrice au chômage, finit par s'embarquer dans une aventure qui a pour but de tourner un film sur une île qui n'a encore jamais été explorée, Skull Island. L'équipe du long métrage, après un long voyage en bateau, fera face aux dangers qui rôdent dans l'île. Anne, capturée par le singe géant Kong, tissera un lien fort avec ce dernier. Après de multiples péripéties, Kong est capturé par l'équipe du film voulant exploiter ce monstre, en faire profit. À New York, Kong s'échappe du spectacle dans lequel il est mis en scène et se met à chercher Anne dans les rues de la ville, semant malgré lui la terreur. Après avoir retrouvé sa bien-aimée, Kong grimpe l'Empire State Building, où il livre son dernier combat contre l'homme. Croulant sous les balles des avions de chasse, Kong, alors mort, tombe de la tour. C'est donc cette touchante relation entre la belle Anne et la bête Kong qui est le cœur du film. Sauf que King Kong renverse les codes de ce vieux conte. La finalité de cette relation ne vise pas à rendre son humanité à la bête. Ici, la bête reste la bête. Elle n'a pas besoin de s'humaniser, elle est déjà bien plus humaine que l'homme. C'est elle qui comprend ce qu'est l'amour et l'attention. Elle reconnaît la beauté du monde. C'est elle qui apporte toute la poésie dont le film a besoin. Cependant, chaque moment où Kong à New York cherche à vivre quelques secondes de bonheur et d'amour avec Anne, l'homme détruit systématiquement ces moments de poésie. Kong, cherchant désespérément Anne dans la ville, se retourne et perçoit la jeune femme en contre-jour avançant au milieu de la route. La lumière est avec elle, le cadre se pose, respire, il n'y a plus d'agitation. Les rues sont miraculeusement vides. L'extraordinaire musique de James Newton Howard et son piano mélancolique sublime la scène. Kong et Anne sont ensemble. Des sirènes retentissent, mais Kong rugit et le son s'arrête, comme par magie. Le film nous le dit, nous le fait comprendre. Ceci est un moment hors du temps, un moment qui ne répond pas aux règles de notre monde, un moment qui transcende ce que nous connaissons, un moment de pure magie, un moment de cinéma. Kong et Anne se dirigent alors à Central Park. La neige recouvre l'herbe, les lacs sont gelés. Dans un moment de pure tendresse, de pure douceur, Kong et Anne glissent sur la glace, se laissent emporter et jouent. Kong retrouve dans Central Park le seul endroit dans New York qui se rapproche le plus de son milieu naturel, loin des humains, à l'abri. Mais la musique s'arrête brusquement lorsqu'un tank tire directement sur Kong, détruisant toute la beauté de ce moment. Et le film répète ce schéma, tout le long du climax. Moment de poésie, destruction de ce dernier par l'homme. Si cette fin m'intéresse tant, c'est pour la justesse avec laquelle le film raconte comment l'homme est incapable de percevoir la beauté du monde, ne sachant que détruire ce qu'il ne comprend pas. Nous sommes la bête.
nous tuons peu à peu ce qui est beau. Le film arrive à faire passer ce message en étant sans concession pour Kong, et en illustrant à quel point l'humain est froid, sans empathie, sans respect et égoïste. C'est ce qui fait de King Kong une œuvre forte à mes yeux. Elle est jusqu'au boutiste. Jackson a une vision et la restitue en iconisant parfaitement chaque plan de son œuvre, en faisant respirer les moments de poésie, en étant dur et froid dans les moments de violence, en rendant l'action grandiose, etc. Le long métrage trouve évidemment sa force dans sa mise en scène. Comment ne pas être impressionné par l'épique des scènes d'action, voir l'équipage échapper à des dinosaures en fuite, Kong se battre contre 3 tyrannosaures, les derniers survivants faire face à d'immondes insectes. Tout cela est particulièrement jouissif. En particulier ça. Le combat de Kong contre les dinosaures est parfaitement filmé, la caméra est constamment en mouvement, la gestion du son est chirurgicale et le montage arrive à rendre la scène parfaitement dynamique sans rendre l'action illisible. Un vrai moment d'action décomplexé, typique du cinéma pulp des années 30. Un hommage qui se fait grandement ressentir dans ces scènes d'action donc, mais également dans quelques caractérisations de personnages et traits d'humour, comme l'acteur principal du film, tourné sur l'île, qui ne peut s'empêcher de s'admirer dans un miroir dès qu'il en voit un, qui joue les grands héros, mais qui en réalité est plus qu'un lâche. Le réalisateur, joué par Jack Black, est parfait en tant qu'antagoniste. On comprend ses motivations, ses convictions et pourquoi il agit de cette façon. Son évolution souligne avec brio le message du film. Si les personnages secondaires sont assez oubliables, il reste des archétypes assez soignés pour rester attachants, rendant leur mort marquante. En résumé, King Kong est un métrage fort, marquant, un film de cinéphile, d'amoureux de cinéma, porté par la vision d'un auteur qui n'a pas eu peur de s'imposer et de prouver qu'il existe un cinéma de divertissement qui a du sens, qui a une portée, qui a un message et des intentions artistiques. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de lui attribuer un 18,5 sur 20. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si vous voulez laisser votre avis dans les commentaires, on sera ravis de les lire. Donc merci, et à la prochaine.